Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on va parler de l'intérim, l'enfer de l'intérim, avec Stéphane Montaigne qui publie un livre plutôt témoignage, il faut le dire, Chronique de l'humiliation ordinaire. Alors c'est un livre auto-édité, je précise, qui est disponible pour l'instant dans 2 librairies à Toulouse, Ombre Blanche et la librairie Priva. Mais écoutez, les éditeurs sont libres de nous contacter. Non seulement ils sont libres de nous contacter, mais ils ont intérêt à nous contacter. Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai reçu ce livre que Stéphane Montaigne nous a envoyé. Je l'ai lu. J'ai trouvé d'abord que le titre Chronique de l'humiliation ordinaire, et quand je serai grand, c'est le sous-titre, je serai intérimaire, avec l'humour que ça, mais enfin le second degré. Et ben je l'ai lu et je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de venir, Stéphane Montaigne, et je suis heureux que vous soyez là. C'est que pour une fois, on ne parle pas en sociologue, en politique, de chômage. Voilà, les chiffres du chômage, le niveau du chômage, les intérimaires, les A, les B, les C. Alors c'est très bien, il faut le faire ça aussi. Mais on n'entend pratiquement jamais les chômeurs. Ou alors on les entend dans 2 choses. Ou alors on dit oui, c'est terrible. Ou alors ouais, mais c'est les feignasses. Et oui, mais beaucoup, ils n'ont pas envie de travailler parce qu'ils reçoivent, etc., etc. Enfin, donc, la litanie. Et on a l'impression d'être enfermé dans une espèce de discours abstrait, de discours, voilà, on est au-dessus, on est derrière, on est tranquille, on est assis confortablement et on écoute des chiffres. Mais comme vous le dites dans votre livre, derrière des chiffres, il y a des vies. Des vies, il y a des vies quotidiennes, il y a des gens qui souffrent quelque chose, qui souffrent ça. En tout cas, même c'est pas. Alors on me dit ouais, mais c'est pas le Sahel, c'est pas la Corée du Nord. Et alors, et so what? Est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Et vous en parlez très bien, Stéphane Montaigne. Et je voudrais savoir, effectivement, vous racontez toutes vos tentatives de travail, les jobs effectivement intérimaires, et vous parlez de choses très 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 étonnantes. Mais je voudrais savoir, ce sentiment d'humiliation, vous l'avez, c'est-à-dire quoi? C'est dû au fait que vous êtes en train de solliciter et que vous êtes face à des gens, beaucoup, en tout cas pas tous, qui s'en foutent un peu ou qui font leur boulot, mais au fond, vous êtes un numéro parmi d'autres, comment dirais-je? Vous êtes même pas un être humain, vous êtes, oui, une personne qui passe parmi d'autres. Oui, totalement. On est vraiment un parmi une énormité, quoi. On est vraiment une ressource gratuite. Donc en fait, on est là pour arrondir les angles, pour remplacer une petite personne au cas par cas, des choses comme ça. Mais on se sent pas vraiment dans une boîte, on se sent pas vraiment. Des fois, moi, dans des entretiens d'embauche, on me le dit carrément. On me dit carrément, bon, de toute façon, que vous travaillez bien ou pas, 18 mois, c'est 18 mois. Après, au revoir. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas vraiment motivant, quoi. C'est pas. On dit, vous avez de la chance d'avoir un job pendant 18 mois, donc voilà. En fait, mais pourquoi 18 mois? Vous savez, c'est ça, la j'ai loi. jamais su pourquoi. En fait, au bout de 18 mois, maintenant, on largue les gens, et puis après, il y a une certaine période où on peut les reprendre. Mais comme je le dis dans le livre, en fait, c'est les chaises tournantes, enfin, c'est les chaises musicales. Ils font tourner la misère, en fait. Ils peuvent pas laisser un certain nombre de personnes au chômage, des trucs comme ça. Donc, de temps en temps, on leur trouve un boulot, ils sortent un peu la tête de l'eau. Et comme ça, on baisse les chiffres du chômage. Voilà, c'est une chaise musicale, on vous met en formation, donc ça fait baisser les chiffres du chômage, on vous met en reconversion, des trucs comme ça. Et puis voilà, et puis en fait, on est là en bouche-trou. On est là en bouche-trou, s'il y a un pépin, bon, on essaye de le refiler sur le dos de l'intérimaire. On se sent pas estimé. Attention, je généralise pas, il y a des boîtes où vraiment ça s'est bien passé, on a vraiment l'impression d'être pris en compte et tout ça, mais il y en a d'autres, non. Et c'est surtout qu'en fait, on a le temps de rien prévoir. On peut pas se projeter dans le futur. C'est-à-dire que moi, des fois, on me contacte, je commence le lundi, sur le planning, je suis jusqu'à mercredi ou jeudi, et le lundi soir, on me dit non, Stéphane, c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Ah oui, alors que vous aviez prévu de... Ouais, alors que bon, au moins jusqu'à mercredi, j'étais prêt. Ouais. Ou alors des boîtes qui vous appellent ponctuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant plus de 5 mois et demi dans une boîte où ils m'appelaient le matin pour l'après-midi, le matin pour l'après-midi, et je pouvais rien prévoir. En week-end aussi, la nuit, ou des choses comme ça. Donc en fait, pour essayer d'espérer recevoir un minimum de salaire, en fait, on sacrifie des fois totalement sa vie privée. Il faut vraiment être... On est à disposition. Et quand on est comme ça intérimaire, c'est le couperet. On ne sait pas quand va tomber le couperet. Alors il y a fois des 18 mois, mais des fois c'est une semaine. Ah, mais c'est avant, des fois c'est avant, c'est après, mais c'est comme ça, c'est comme ça les arrange. On est là en bouche-trou. Ça s'arrête là. Moi j'ai été appelé des fois, rien qu'un jour, pour trier des lots. Des lots de quoi? Des lots, en fait, des lots qui avaient été mal faits. Je veux dire, dedans il y avait des anomalies, des imperfections. Oui. On embauche des gens. Dans quel domaine? Là c'était vétérinaire. D'accord. Donc là, en fait... donc vous venez pour une journée? Ouais, on nous embauche, on nous dit ce qu'il faut faire, on trie, puis après, au revoir.
C'est vraiment, c'est une logique que je comprends pas. Parce qu'en fait, ils veulent des gens qui seront intéressés dans l'entreprise, enfin vraiment qui bossent bien, tout ça, mais ils font rien pour, quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de respect, il n'y a pas de promesse, il y a rien du tout. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, alors, vous racontez, donc, vous avez Pôle emploi, il y a des agences d'intérim, on vous appelle, effectivement, vous allez. Et déjà, là, dans votre livre, quand même, il y a il y a des pages où déjà, vous avez l'impression, quand même, d'avoir affaire presque à des robots. Enfin, je veux dire, de l'autre côté, c'est ça? Ouais. Mais quelque part, je peux pas leur en vouloir. Ça, c'est mon défaut. J'essaie toujours de mettre à la place des gens. Mais je comprends. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on ferait pas pareil qu'eux, tout simplement? Mais on s'habitue à la misère. On a des gens au téléphone. Oui, bon, bah là, on propose des trucs, ça marche pas. On s'en fout. Au bout d'un moment, je crois qu'on devient froid, glacé. Et je peux pas vraiment en vouloir à ces gens-là. J'en veux surtout aux gens qui connaissent bien le principe, tout ça, et qui en abusent, quoi, vraiment, qui en abusent énormément. Une variable d'ajustement, quoi. Voilà, une variable d'ajustement. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui est malade, et ben on téléphone à l'agence d'intérim, on a quelqu'un au bout de 2 heures, et puis en fonction du travail qu'on lui demande, des fois les formations, c'est 10-15 minutes, pas plus. Ah oui, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il vous dit voilà, il faut faire ça et ça pas et plus, ça. Pas plus. Et les domaines, donc, on les choisit pas. Vous ne pouvez pas les choisir. Vous prenez ce qu'il y a et ce qui se présente. Alors en fait, moi, je suis opérateur de production. J'ai travaillé pendant. C'est quoi opérateur de production? Opérateur de production, c'est quoi? En fait, on surveille. C'est-à-dire qu'en général, vaguement, il y a une machine, on met un produit à l'entrée. Et puis, il y a un procédé qui fait qu'une transformation. Puis, à la sortie, on a quelque chose d'autre et on vérifie si c'est bon. Voilà. D'accord. En fait, ça peut être quoi? Des machines ça peut être machines d'outils, aéronautique, n'importe. De tout. Pour fabriquer des vis, n'importe quoi, il y a une transformation, quoi. Donc, vous êtes pour surveiller l'opération. Voilà. La qualité, si ce qu'on me fournit, c'est bon. Quand ça ressort, est-ce que c'est bon? Si les machines fonctionnent bien, faire les tests de qualité et tout le reste, quoi. Oui, mais alors, comment on vous présente le produit, on vous dit comment ça marche, etc. Parce que vous n'êtes pas censé savoir. Alors là, c'est un gros problème aussi. Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où, quel que soit le travail à faire, la formation, ils gagnent du pognon dessus, quoi. C'est pas la peine. On va te faire une petite formation à l'arrache, on va voir si tu t'en sors, et puis voilà, quoi. Et après, il y en a d'autres où les formations sont beaucoup plus lourdes, mais ça dépend. Il y en a vraiment, il y a des entreprises qui ont l'impression. Pour moi, la formation, c'est plus important. C'est vraiment le plus important. Il y en a qui rognent là-dessus. C'est pour vous donner le niveau de ces entreprises, quoi. On va se faire de la marge même là-dessus, parce qu'ils reçoivent des subventions. Même là-dessus, tant que ça marche, tant que le mec il se débrouille bien, ça va. Puis si un jour il y a un pépin ou quoi que ce soit, on peut toujours dire, mais t'as pas suivi la spécification, t'as pas fait gaffe. Puis si on a le malheur de dire, mais attends, pendant ma formation, on n'en a pas parlé. Mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est toujours vous Et voilà, c'est toujours. C'est le maillon faible, quoi. La merde va toujours vers le bas. Voilà. Et la merde dans une entreprise, c'est l'intérimaire. Enfin, le bas, c'est l'intérimaire. Vous parlez beaucoup de cette espèce presque, je dirais pas de lutte des classes, mais enfin, c'est très étonnant, ça. Enfin, étonnant, quand on ne connaît pas vraiment, entre les CDI et les intérimaires. C'est-à-dire CDI, je suis assuré, j'ai mon CDI, donc, et il y a vraiment un comportement différent, d'après ce que vous dites. Dans le livre, je le précise, je fais une petite introduction pour pas mettre tout le monde dans le même lot. À aucun moment je généralise dans le livre, je fais toujours attention. Mérite. Tout à fait. C'est vrai et en fait, dans les CDI, il y a 2 comportements. Comme je le dis, il y a ceux qui sont sensibles, quand on est intérimaire, on est dans des situations un peu de faiblesse, tout ça, donc ils vont vers vous, il n'y a pas de problème, ils vous aident, il y a vraiment une entraîne. Et après, ça peut dépendre aussi de l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise. Et des fois, il y a des entreprises où les mecs, l'entreprise va mal, il y a des restructurations, il y a des trucs comme ça, donc les mecs, ils vont arriver des nouveaux. Et des fois, ils les prennent pas très bien. Donc en fait, on va peut-être pas tout lui dire. Ils ont peut-être peur qu'ils prennent la place. Et voilà. Donc en fait, ils conservent leur savoir-faire un petit peu sur des bécanes ou des trucs comme ça, justement pour pas être lourdés ou des choses comme ça. Et il y a des entreprises où vraiment on a l'impression d'arriver, mais comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Mais bon. Oui, ça fait partie du jeu. Oui. Mais dites-moi, vous, Stéphane Montaigne, pendant toute cette période-là, maintenant vous avez fait une reconversion, on en parlera, mais est-ce que c'était très difficile? Vous avez essayé d'avoir d'avoir des CDI, ou vous êtes dit, bon, je suis intérimaire parce que faute de mieux? Je crois qu'au bout d'un moment, on oublie le CDI même. On est tellement content d'avoir un job que c'est même plus l'objectif, le CDI. C'est vraiment... de toute façon, ça dépend pas de nous.
Parce qu'en général, des fois, ils vont vous dire, moi, une fois, ça faisait 6 mois que j'étais dans une boîte, ils m'appelaient toujours façon ponctuelle quand ils voulaient. Et au bout de 6 mois, j'ai chopé la personne des ressources humaines pour avoir un rendez-vous, tout ça. Ouais, pour en parler, dans le couloir de l'entreprise, on en a parlé, même pas rendez-vous rien. Je lui ai dit, bon voilà, ça fait 5 mois et demi, 6 mois que je suis là. Est-ce que vous pensez peut-être à m'embaucher? Oui, je sais pas, on verra, vous savez, la conjoncture actuelle, les carnets de commandes, les éternels carnets de commandes qu'on sait pas, on n'a pas de visibilité. On a une variable d'ajustement. Ça s'arrête là, officiel. Ouais. C'est-à-dire, en fait, oui, c'est le côté taillable, taillable et corvéable à merci, quelque part. Hein, tout à fait. Et en plus de ça, comme on est dans des situations très précaires, on parle pas, on n'ose rien dire, on baisse la tête, et puis voilà, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'ils nous tiennent vraiment, et on peut rien faire. On va en parler après les informations. Stéphane Montaigne, vous restez avec nous et avec les auditeurs de Sud Radio en plus après. Absolument, les auditeurs qui nous appellent, vous nous écoutez et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez peut-être vécu des situations similaires, vous nous témoignez. À partir de 13h15, vous pouvez poser vos questions aussi sur l'enfer de l'intérim à Stéphane Montaigne dans ce livre très concret et agrémenté d'exemples. Voilà, donc on en reparle dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Hein. Quand on lit cette chronique de l'humiliation ordinaire, par Stéphane Montaigne, je voudrais juste, parce que ce livre est aussi, c'est un livre dur, mais plein d'humour, et justement Stéphane Montaigne garde les distances et garde la distance, et heureusement, mais juste quelque chose, et dit il veut des idées pour motiver les chômeurs à retrouver du boulot. Je propose Soleil Vert, on y est déjà, sauf qu'on fait dans le feutré. Sûrement pour ça que les missions intérimaires sont limitées à 18 mois. Si à l'issue de cette période vous n'êtes pas embauché en CDD, CDI, retour casse-départ, et un chômeur prend votre place. Il faut que la misère tourne. Je m'explique. Durant 18 mois, à 1200 à 1300 euros net par mois, on dira, pour donner une image, qu'on a la tête hors de l'eau. Pas exagéré non plus. L'eau arrive juste sous la lèvre inférieure, la moindre vaguelette, problème sur la voiture, travaux maison, anniversaire enfant, Noël, etc. Et vous buvez la tasse. Le résultat sera le même si vous ouvrez un peu trop votre gueule. Donc voilà, bien pourrie cette vie dans laquelle on ne peut même plus exprimer par un cadeau, aussi modeste soit-il, l'amour qu'on porte à une personne. Je vais me remettre à faire mes cadeaux moi-même, comme à la maternelle. Un rouleau de PQ, non. Un magnifique rond de serviette. Mais bon, si vous êtes célibataire, sans enfants, sans amis, allez au travail à vélo, ayez le régime alimentaire d'un moine Shaolin, et si regarder la télévision constitue votre seule évasion, vous avez pu mettre un peu de côté au cas où, voilà, Netflix et autres. En fait, moi je voudrais revenir à ça, parce que dans votre livre, vous parlez de job dating. Alors on connaissait les rendez-vous amoureux 10 minutes, rencontre comprise, c'est quoi le job dating ? Alors moi j'en ai fait un, c'était une entreprise dans l'électronique, un truc comme ça sur Toulouse qui en faisait un. Ouais. Donc c'est rendez-vous au parc c'était au stadium, truc VIP. Il y avait les petits fours, il y avait un traiteur, tout ça. On a été reçus dans une grande salle. Il y avait le bar, il y avait des choses à boire, tout ça. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, on vous attribue des tables, numéro de table, un horaire pour passer. Et puis voilà. Vous avez quelqu'un en face de vous, comment ça se passe ? Oui. Alors là, c'était une toute petite table avec une chaise hyper inconfortable. Et je me suis retrouvé avec un monsieur pendant 10 minutes par là, dans un bordel incroyable, parce que les autres tables sont juste à côté. Il n'y a pas que moi. Il y a un bruit fou, quoi. Il y a un bruit fou, on est mal installé, tout ça. Et quelqu'un qui vous pose des questions. Enfin, ce job dating, je pense. Enfin, ce job dating-là, c'est la version VIP, quoi. C'est vraiment la version Las Vegas. La version Las Vegas, ouais. D'accord. J'ai eu l'impression, en fait, ce qui m'a fait comprendre qu'en fait, je pense qu'on se foutait de ma gueule, que c'était plutôt quelque chose de publicitaire. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup il y avait la dépêche, il y avait des caméras, et j'ai eu surtout l'impression que c'était l'entreprise qui voulait se faire mousser. Regardez comment on embauche nos gens, regardez comment on est gentil avec eux, regardez la sélection qu'on peut. Et j'ai surtout vu de la pub. Voilà, un coup de pub plus qu'autre chose. Et le job dating Pôle emploi, alors là c'est différent, on contacte 15 personnes d'un coup, on les met dans une salle, on leur fait un petit laïus,
Et puis après, entretien avec une personne. Alors on est 10 à passer en entretien. Donc, Avec la même personne? Avec la même personne, 20 minutes, 30 minutes. Donc vous imaginez... Mais c'est-à-dire, attendez, 20 minutes, 30 minutes par personne? Oui. 20 minutes, c'est ça? Non, 20 minutes par personne. Donc si on arrive le 10e, bon, on a cramé sa journée, quoi. Ah oui, vous devez attendre. C'est que des choses comme ça. Ouais. Donc le Pôle emploi, eux, ils partent du principe qu'on est à disposition, de toute façon. Hein. On est à disposition, puisqu'on on travaille pas. Vous cherchez des boulots, donc Et voilà, on travaille pas, donc on est à disposition complète. Non, mais vous en parlez très très bien. C'est en fait le sentiment très fort qu'on sent de votre livre, c'est et vous parlez de l'humiliation ordinaire, c'est qu'on se dit bon, ben on est là, mais ce sera quelqu'un d'autre, ça change rien. En fait, on est un numéro. Pareil, voilà. un numéro, un numéro de téléphone. Oui, un numéro de téléphone. Ça s'arrête là. Ouais. Et c'est ça que je reproche. Comment faire autrement? Il faudrait peut-être... À votre avis, justement, comment faire qu'il y ait plus de... Parce que c'est effectivement, ils vont vous dire, oui, mais vous comprenez, il y a des millions de personnes, ou en tout cas des milliers de personnes, on peut pas avoir un effectif. Alors, ils sont 55 000, hein, Pôle emploi, effectivement, 5 milliards de budget. Est-ce qu'ils peuvent faire plus ou moins? Je ne sais pas. Il n'y a plus de boulot. C'est tout, il n'y a plus de boulot. Ouais. Ça s'arrête là. Je veux dire, il suffit d'aller sur la première page du Pôle emploi, voir le nombre de jobs proposés et le nombre de personnes au chômage. On se rend compte qu'il y a un décalage énorme. Oui, vous le dites, ça, j'en parle dans mon premier chapitre. Je plante un peu la situation. Dans le prologue, je mets beaucoup de chiffres et des trucs comme ça, mais il me semblait vraiment utile de planter les choses, quoi. Absolument. Et en fait, de réduire les allocations, des trucs comme ça, soi-disant pour motiver les gens, pour qu'ils trouvent du boulot, c'est d'une bêtise infernale. Il y a vous pas dites de d'ailleurs, travail. vous dites A plus B plus C pour catégorie A, catégorie B cotisée, 5 579 500 demandeurs pour 590 618 offres, c'est-à-dire il y a 4 940 000 sur le carreau. Presque 5 millions. 1 pour 10, enfin, c'est du n'importe quoi. Et le problème, il vient tout simplement de là. S'il y avait du boulot, s'il y avait... moi, mon domaine, c'est l'industrie, opérateur de production, et on sait l'industrie, comment elle a été malmenée sur les 20-30 dernières années. Et voilà, le problème, il est là. Ouais. Et le problème, là, tout bêtement. Donc, en fait, pourquoi s'embêter? Pourquoi le mec, il dégage et puis au revoir, quoi. Oui, c'est ça. Alors, justement, dans ce côté dégagé, au revoir, vous parlez des emplois francs. C'est quoi ces emplois francs? Alors ça, c'est bien, c'est parce qu'en fonction de l'endroit où on habite, on peut avoir des possibilités mon employeur peut avoir de l'argent. Des primes. Voilà, des primes. Ah oui, s'il vous engage, quand il embauche quelqu'un qui est dans un quartier défavorisé, on lui donne une prime. D'accord. Je préférerais qu'on me la donne à moi, mais non, c'est à l'employeur. Voilà. Ouais. Et je vois pas trop pourquoi. Parce qu'ils estiment que quoi? Parce que si vous venez d'un territoire défavorisé, c'est que vous êtes vous-même pas très clair? C'est quoi? Je sais pas du tout. Il faudrait leur poser la question. Dans le livre, je mets pourquoi? Pourquoi? Au moins, cet argent devrait me revenir à moi, quoi. C'est tout. Mais non, c'est des logiques incroyables. Et ça contribue à l'humiliation aussi, parce qu'on se dit, mais non seulement on est humilié, mais ils comprennent rien, ces gens-là. Ils ne comprennent rien. Et après, j'en parle, je fais assez souvent des parallèles avec les salaires qu'ont les députés, les ministres et tout ça. Et c'est évident qu'on ne peut pas être dans le même monde. Ah non, c'est évident. C'est pas le même monde. Combien de temps vous avez été dans l'intérim, Stéphane? Moi, intérim, parce que vous avez connu aussi les CDI. Le CDI, bien sûr, oui. J'ai moi-même formé des gens, j'ai moi-même reçu des intérimaires, donc je connais les deux côtés du truc. Et c'est vrai que, je suis resté peut-être 4, 5, 6 ans intérimaire. Ça représente 5-6 missions dans des boîtes différentes. D'accord. C'est pour ça que je commence à avoir... par an à peu près, vous avez... dans ces eaux-là, oui. Avec des fois, dans la même année, 2-3 missions dans des boîtes différentes. C'est ça. On peut se le permettre, on a appelé un week-end. Et honnêtement, qu'est-ce que vous tirez, si vous faites le bilan par rapport à cette expérience à la fois humaine, de travail, etc., vous tirez quoi? Vous dites quoi? Qu'il faut avoir... une volonté de faire, faut avoir. Je sais même plus ce qui motive au bout d'un moment, parce que c'est pas vraiment l'argent. Quand on est intérimaire, je veux dire, on gagne pas des milliers des cents. Non, mais il faut vivre. C'est pas mais c'est pas la considération, c'est rien. Donc en fait, au bout d'un moment, je crois qu'on devient un zombie. Il y a un souci. On va au boulot. Moi, j'ai fait des boulots. J'avais vraiment pas envie de me lever le matin. C'était l'horreur totale. Mais il faut que le pognon il rentre à la fin du mois. C'est ça l'horreur. On peut pas aller voir le chef d'équipe parce que tout de suite, dès qu'on ramène un petit peu trop sa bouche, et on est catalogué, et puis un coup de fil à l'intérim, et puis dégage. Ouais. Celui-là, il parle trop, il a une grande gueule. Il parle trop, il a une grande gueule, ça c'est pas bien ça. C'est souvent ça. Bien. C'est souvent ça. Enfin, je ne savais pas. À un moment, j'en parle dans un bouquin. Dans mon bouquin, je suis parti d'une boîte et j'ai poussé une gueulante avant de partir. J'en pouvais plus, il fallait que ça sorte.
Et ce livre, c'est un petit peu ça, ce livre, enfin, désolé pour les gens qui mangent, mais je l'ai vomi. J'avais vraiment l'impression d'être empoisonné par cette situation-là. Et j'avais jamais écrit de ma vie, mais c'est sorti quasiment d'un coup, quoi. Quasiment d'un coup, il fallait que ça sorte comme empoisonné. Vous l'avez écrit presque d'une traite. Enfin. Ah ouais. Ce qui m'a pris le plus de temps, en fait, c'est de corriger les fautes d'orthographe, tout ça, mais sinon, en 3-4 mois, il était fait. Ouais, je comprends. Et vous avez eu besoin, effectivement, et on le sent, c'est ce qui est... Non, parce que c'est ça la chose qui nous a le plus, enfin, vraiment touché, c'est qu'encore une fois, au niveau que ce soit des médias ou autres, on parle tout ça dans les généralités. Hein, on donne les chiffres, on donne les choses, mais en fait, la vie... Il n'y a pas d'humain. C'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'humain. Mais pourtant, il y a 50 ans encore, vous savez, après les postes 68 arts, s'engager en usine. Mais il y avait encore des usines, c'est peut-être pour ça. Et voilà. Il y a 50 ans. Il fut un temps le mythe de l'usine après 68. Et voilà, il fut un temps le blouson noir qui n'avait pas réussi à l'école, tout ça machin. Bon, il faisait ce qu'il voulait, mais au bout d'un moment, il se mariait, il avait des enfants. Et ben c'était Renault qui l'embauchait, c'était des grandes usines comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus tout ça. Donc en fait, tous ces gens-là, ils sont désœuvrés, on cherche du boulot, puis des fois, ça peut mal finir aussi. Quand on n'a rien à faire, on est tenté pour subvenir à ses besoins aussi. Il faut bien vivre. Et vous dites vous-même, à un moment donné, même, on en a marre, et ça c'est... Vous dites, par exemple, pour la voiture, il y a les frais de voiture, il faut se déplacer, pas bon, etc. Et vous dites, en fait, parce que ce que vous touchez, c'est 1000 net par mois de Pôle emploi. Alors moi, par le Pôle emploi, je suis dans les... J'étais dans les 800, 900 par là, enfin dans ces eaux-là, ouais. 900 euros par mois. J'étais à 800, 900, et après quand on travaille, on est à 1200. 1100 des brouettes. Oui, le chiffre moyen, c'est 1100, 1200. Et voilà, quoi. Ouais. Donc en fait, il suffit d'avoir des gros frais d'essence ou des trucs comme ça, ou après avoir charrié 6 tonnes de bois dans la journée, on rentre le soir, on se fait un McDo parce qu'on a la flemme de se faire à manger, on est très vite dans le rouge, quoi. Très très vite. Oui, et puis c'est pas des jobs faciles, c'est des jobs physiques. Bien sûr, c'est des jobs physiques. La ferraille. À 52 ans, je coupais des planches de je sais plus combien, 2,50 m par combien, il fallait les tirer. Enfin, j'ai plus l'âge de faire ça quand même, faut arrêter un petit peu, quoi. Les gens se rendent pas compte de ce qu'on est obligé de faire à nos âges, avec notre vécu, ce qu'on est obligé de faire vraiment pour vivre. Il y a un problème, quoi. Oui, c'est clair. Et c'est quelque chose qui est très, très... Vous en parlez vraiment très, très, très bien. Et moi, j'ai été très frappé. Enfin, je ne dis pas que c'est toutes les boîtes, mais vous parlez d'une boîte où vous avez été, où ils embauchaient, enfin, c'était leur quota, 20% de CDI et 80% d'intérimaires. Ils fonctionnaient comme ça, ouais. Comme ça, on n'est pas embêté. Hein, je veux dire, la direction, tous les chefs CDI, puis dès qu'il y en a un qui moufte, écoute, tu la vois à la porte là-bas, au revoir. Allô, agence intérim, il nous en faut un autre. Pourquoi s'embêter? Et vous avez fréquenté beaucoup d'agences d'intérim? À peu près. Moi, je suis inscrit dans 6 ou 7 agences d'intérim sans problème. D'accord. Sans problème. Et alors là, juste un mot, Stéphane Montaigne, vous avez fait une reconversion et vous êtes formateur, mais enfin vous êtes... Alors animateur, ouais. Une reconversion et dans les CLAE ou animateur en centre de loisirs avec les gamins. D'accord. Alors c'est payé aussi... C'est payé, oui. Pareil, c'est terrible, mais c'est une autre satisfaction. Là, en fait, on ne se sent pas humilié. On a un gamin qui vous sourit, on a rendu service, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est vraiment différent. Et en fait, c'est ça, c'est que vous dites, ok, ça gagne pas beaucoup, mais on n'est pas en plus dans l'humiliation. C'est des satisfactions incroyables. C'est un gamin qui veut... Enfin, moi, mon dernier stage que j'ai fait, le dernier jour, il y a un petit gamin qui vient vers moi et qui me dit, tu t'en vas aujourd'hui? J'ai dit, tu t'en vas aujourd'hui? J'ai dit, oui, je m'en vais aujourd'hui. Il me dit, oh là là, t'étais vraiment génial, t'étais vraiment super. On m'a jamais dit ça quand j'ai quitté une boîte. Hein. Tout va bien. Et ça, c'est tous les salaires du monde. Enfin bon, c'est autre chose. Donc il faut faire des choix, il y a un moment. Quoi. On se retrouve tout de suite après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio. Et ici, ce n'est pas Allô Agence Intérim, mais Allô Sud Radio, 0826 300 300. Et vous nous appelez, vous aurez la parole dans un instant, dans 2 minutes tout précisément, jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite en Gironde au 0826 300 300 et nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour André. Bonjour. On vous écoute Frédéric. Ah oui, moi ça me parle entièrement. Hein. Tous les témoignages, mais c'est effarant. J'ai presque l'impression d'avoir vécu la même chose. Quoi.
Ah ouais. Et peut-être même en pire, parce que là, les exemples que je pourrais donner, je pense qu'on pourrait peut-être se rejoindre avec votre invité et écrire un tome 2. Hein. Oui, j'imagine. Vous avez eu le même type d'expérience, enfin le même type de... Oui, mais même l'arrogance des personnels anciennement les acédiques, parce que je pense que c'était quand même pire avant. Les acédiques... moi j'avais expliqué à Aude au standard comment on appelle ça, une anecdote. Hein. Ouais. Quand vous travaillez à l'époque, hein, maintenant c'est un peu plus organisé en administratif. Ouais. Mais si vous aviez le malheur de travailler moins d'un mois, donc une semaine, parce qu'on vous proposait des missions courtes. Semaine, oui. À l'époque, il n'y avait pas de croisement de dossier avec les patrons. Donc, c'était à vous de donner vos heures travaillées. Donc, vous faisiez d'abord un pointage mensuel, donc pour vos heures travaillées. Ouais. Et après, on vous disait, nous allons vous payer ce qu'on vous doit en déduction de ce que vous avez travaillé, une fois le justificatif reçu. Mais le justificatif, vous le receviez en fin de mois, quand vous aviez fini. Oui, parce que c'est un peu comme pour la paye, vous l'avez pas ça, vous l'avez au en début. fin de mois. Ouais, bien sûr. Donc bien sûr. en attendant, on vous bloquait tout, parce que vous dites oui, mais moi ce que vous me devez normalement, j'en ai besoin pour nourrir mes enfants, pour payer mes factures. Vous dites ah oui, mais nous, si on n'a pas ce justificatif de la semaine travaillée, on ne peut pas vous payer. Donc c'était, on arrivait à nous s'interdire de travailler, dire moi une semaine je refuse parce que c'est pas possible, c'est une usine à gaz, c'est pas possible. Ah oui, Stéphane, c'est fou, hein, le côté kafkaïen de tout ça. Ouais. Merci de votre témoignage. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des exemples, il y en avait. Moi, j'ai eu un coup aussi, je suis routier. Ouais. Donc, on est ce qu'on appelle en formation continue tous les 5 ans, on est obligé d'avoir les remises à jour. Donc, ce qu'on appelle, chez nous, la FCO. Vous vous retrouvez en fin des 5 ans, vous ne pouvez plus conduire, puisqu'il vous faut votre formation FCO, continue. Ouais. Je me suis retrouvé, moi, à un moment, plus pouvoir travailler puisque mon permis n'était plus valide pour un patron. Donc me retrouver au Pôle emploi à dire écoutez, moi cette formation, comme je faisais de l'intérim ne paye pas. Hein. Vous travaillez sous couvert d'un contrat CDI, c'est le patron qui la finance, cette formation. Ouais. C'est une formation qui tourne aux alentours des 650 voire jusqu'à 800 euros, la formation qui dure une semaine, pour vous remettre votre permis valide pendant 5 ans. Et donc me retrouver au Pôle emploi à dire écoutez, moi cette formation vous me la payez de suite et demain j'ai du travail, demain. Et non, c'est pas possible parce que vous savez, on paye déjà des permis. Attendez, excusez-moi, mais un permis vaut 2000 €. Il faut obligatoirement une FIMO. La FIMO vaut 2000 €. C'est-à-dire que vous formez une personne qui n'a jamais vu la route, 4000 € et peut-être il n'aura même pas de boulot parce qu'on va lui demander une expérience professionnelle. J'ai dit, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je vous demande 600 €. Elle dit oui, mais vous comprenez, nous dans les règlements, c'est pas moi qui fais les règles, c'est le Pôle emploi. Le Pôle emploi décide que nous payons des formations initiales, donc permis FIMO, mais pas des formations continues. Et je dis mais c'est d'une débilité sans nom, c'est pas possible. C'est Kafka et c'est la bureaucratie telle qu'elle existe. Merci. C'est 2 exemples parmi, mais je peux pas, je vous monopoliserai tout le temps pour pouvoir vous dire tout ce qu'il y avait. Je sais, et nous avons énormément d'auditeurs, mais merci de votre témoignage, vraiment. Merci Frédéric. Nous allons à Narbonne maintenant avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. On vous écoute, Mathieu. Bonjour, merci de prendre mon audition. Merci pour tout ce que vous faites, Monsieur Berkov, déjà dans un premier temps. Bonjour, Monsieur Montaigne. Je rejoins exactement tout ce que vous dites, en fait, parce que moi, j'ai vécu le cas avec une grande enseigne qui vend du matos de sport, en fait, si vous voulez. On m'a renouvelé 3 fois mon CDD, si vous voulez, pour à la fin me dire on ne veut pas vous mettre dans une situation précaire, donc on est obligé de couper le contrat pour pas vous mettre dans une situation précaire. Bon, je me répète, mais vous voyez jusqu'où on en vient par rapport au directeur de magasin, c'est ce qu'il m'a dit tel quel, en fait, si vous voulez. Ah oui, on fait la rupture de contrat parce que vous êtes en précarité. Exactement. En fait, on vous précipite dans l'eau parce qu'il pleut. Tout à fait. Et le problème étant, c'est qu'en ayant discuté avec les personnes du rayon concerné, il y a vraiment besoin d'une personne en plus sur ce poste, en fait, si vous voulez, parce qu'il y a un manque d'effectifs. Mais pour une raison de barrière de sécurité, j'imagine, pour le chiffre d'affaires, si un mois il venait à chuter malheureusement ou malencontreusement, eh ben on préfère avoir quelqu'un qui est sur la sellette où on ne va pas renouveler son CDD, j'imagine. Je comprends. Pour avoir ce filet de sécurité. Et
Merci en tout cas, c'est vrai que il y a des situations absurdes. Je voudrais juste citer un extrait parce qu'il est tellement parlant du livre de Stéphane Montaigne qu'encore une fois je vous recommande vraiment. Allez à Toulouse si vous ne le trouvez pas ailleurs, allez à Ombre Blanche et compagnie, mais on ira aussi, on tâchera voilà qu'Amazon Vous parlez à un moment donné, Stéphane Montaigne, vous interrogez fille de Pôle emploi pour les horaires. Alors il dit pour les horaires 2-8, 3-8, 5-8. Alors on dit mais c'est quoi 2-8, 3-8, 1-8? Alors vous dites, je vous lis parce que on commence doucement avec l'équipe de 8 du lundi au vendredi du style 5h, 13h, puis 13h, 21h la semaine suivante et on recommence. Là on peut avoir encore une vie sociale et de famille si on dort moins de 4 heures par nuit. Et oui, tout le monde d'ailleurs, comme chacun sait, dort moins de 4 heures par nuit. Les choses se compliquent avec l'équipe 3-8. Du lundi au vendredi du style 5h, 13h, puis 13h, 21h la semaine suivante, puis 21h, 5h la semaine suivante et c'est reparti pour un tour. La fatigue s'accumule, la nuit normalement on dort, votre caractère change, votre patience évapore lentement, votre conjoint commence à penser au divorce. Et feu d'artifice avec l'équipe 5-8. 2 jours consécutifs équipe du matin 5-13h, 2 jours équipe journée 13h-21h, 2 jours équipe nuit 21h 5h du matin et 4 jours de repos. Grâce à ces horaires, vous avez assez d'argent pour payer votre divorce et vos seuls amis sont ceux du travail. J'ai le choix entre une dépression nerveuse, un cancer et un suicide. Bon, c'est de l'humour, mais c'est un humour quand même grinçant. On n'en est pas loin. Ouais. C'est cash, mais c'est Parlons Vrai. Vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au 0826 300 300, nous étions en Gironde avec Frédéric à Narbonne avec Mathieu et nous allons à l'extrême pointe, Biarritz, avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes là? Ah non. Sophie, vous êtes... Oui, non, elle doit être en intérim. Ah oui, Sophie, oui, on pensait que vous étiez en intérim, là. On cherchait pas. Oui, pourquoi pas. Non, d'abord, merci beaucoup pour vos émissions, la qualité de vos invités, la bonne humeur et quelquefois les coups de gueule, ça nous fait du bien. Merci. Ce que je voulais dire, je suis peut-être le vilain petit canard, mais je sais qu'il y a des secteurs d'activité qui sont malheureusement, comment dire, où il n'y a pas d'emploi. Mais dans ma petite vie du quotidien, je n'entends que des artisans, que des commerçants, que des restaurateurs qui cherchent désespérément des employés pour pouvoir honorer leur carnet de commandes. Moi, je connais un menuisier qui a du travail, qui ne peut maintenant honorer ses clients que dans 1 an parce qu'il cherche désespérément des apprentis qui viennent 8 jours et puis qui s'en vont. J'ai autour de moi une personne adorable mais qui est au chômage, qui a 2000 balles par mois et qui ne recherchera du travail que dans 1 an. Il y a des décalages. Je suis peut-être naïve et je ne connais peut-être pas très bien la sociologie du chômeur, mais essayez, et je voudrais que vous m'éclairiez sur ces disparités. Oui, non, mais c'est très juste, c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il y a des tas de professions, et vous avez raison, Sophie de Sunir, qui cherchent des emplois, et il n'y en a pas. Comment vous traduisez ça, vous Mais en opérateur de production, il y a du travail. Hein. Moi, je reçois encore des offres tous les jours. Il y a du travail. Mais le problème, c'est de le conserver. C'est que ce soit pérenne, tout ça. C'est qu'on puisse envisager quelque chose dans l'avenir. Après, il faudrait savoir pourquoi la dame parlait là, des petits jeunes qui venaient, qui repartaient au bout de 2 semaines. Il faudrait savoir pourquoi ces petits jeunes, ils repartent au bout de 2 semaines. Écoutez, j'ai le cas d'une boulangerie où un apprenti, c'est un monsieur extraordinaire qui était sur le point de céder sa boulangerie parce que il était fatigué, il travaillait depuis l'âge de 14 ans. Il a fermé parce que en fait, les apprentis qui venaient, au bout de 3 jours, le pain on le fait à 4 heures du matin. Au bout de 3 jours, ils disaient qu'ils étaient fatigués, que non, il y avait même les parents qui disaient vous n'avez pas honte de demander à mon fils de venir bosser à cette heure-là. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi? Alors, je ne parle pas évidemment pour vous, Stéphane et autres, et on sait bien. Il y a peut-être un problème de rapport au travail, peut-être chez certains. Ouais, mais là, il y a surtout un problème de formation aussi. Quand on veut faire boulanger, on sait qu'on se lève à 3 heures du matin. Je veux dire, il y a un problème à la base. Donc, c'est ça qui est bizarre. Il y a des métiers où on se lève à 4 heures du matin aussi qui sont prestigieux, comme pilote de ligne ou autre. Hein, je vais vous dire, madame, enfin, moi, j'ai toujours travaillé le week-end et la nuit.
Et en fait, des fois, il y avait des gens qui venaient chez nous et ils étaient formés en semaine, pendant 6 semaines. 6 semaines de formation en semaine. Et ensuite, on les balançait en équipe le week-end, sans les avoir avertis ou quoi que ce soit. Et il y a des gens qui tenaient une nuit, un week-end, pas plus. Après 6 semaines de formation. C'est aussi un rythme. Il y a certains boulots, il faut peut-être les vivre aussi, être dedans pour se rendre compte que c'est un rythme, que c'est quelque chose. Mais cette histoire de boulanger, quand même, c'est incroyable. Enfin, mais c'est vrai ce que dit Sophie. Là, oui, c'est vrai. Encore une fois, aucun problème. Il y a toujours, c'est toujours plus complexe. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers, par exemple, alors il faut voir comment c'est traité, tout ça. Mais il y a des métiers dans la restauration, par exemple, de moins en moins de gens ont envie, effectivement, peut-être de faire la plonge ou de faire la vaisselle, etc. Si je peux juste me permettre. Allez-y. C'est vrai que quelquefois les salaires sont trop bas, mais par exemple dans un endroit qui est très touristique comme la Côte Basque, c'était des jobs d'étudiants il y a encore 7, 8, 10 ans. Les gamins sortaient du bac, ils voulaient se payer un beau voyage, ils faisaient la plonge ou autre chose. Aujourd'hui, c'est une population, je vais peut-être vous choquer, mais plus de gens qui viennent de pays étrangers que de Français qui font ces boulots-là. Chercher l'erreur. Oui, parce qu'on dit, voilà, les Français ne veulent plus le faire, etc. Vous savez, je crois que c'est compliqué, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'a dit Stéphane Montaigne qui est très important. Alors, vous allez me dire, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, enfin, moi, ça me paraît une dimension très importante, c'est l'histoire de l'intérim. C'est-à-dire, quand les gens se disent, oui, mais moi, du jour au lendemain, même si je travaille ou pas, pour des raisons X et Y, ça va s'arrêter, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, d'ailleurs, c'est vrai que c'est difficile. On sait bien que les jobs ne durent pas une vie, ça n'existe plus, mais quand même. Oui, mais il y a la France profonde des artisans, Monsieur Berkoff, c'est des gens qui rêvent de former quelqu'un, d'avoir un métier, d'avoir auprès d'eux 2 ou 3, si vous voulez, personnes qui vont former, à qui après ils céderont leur entreprise. C'est terrible de voir ce tissu se déliter. Mais il y a les deux, voilà. Il y a l'univers qu'a décrit, et hélas, il existe très fortement Stéphane Montaigne, même s'il dit lui-même d'ailleurs que ce n'est pas un univers impitoyable partout, loin de là, mais enfin il existe. Et puis il y a ce que vous dites, mais regardez ce qu'a donné la désindustrialisation. Il y avait encore en France, il y a 30-40 ans, une classe ouvrière extrêmement importante. Aujourd'hui, qui parle de classe ouvrière? Ça n'existe plus. Plus personne, on est d'accord. Merci Auguste. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup Sophie. Et nous sommes avec Thomas qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Thomas. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. Bonjour. Donc voilà, moi en fait je voulais juste témoigner d'un cas qui m'est arrivé personnellement en fait en 2015. Et je voulais juste dire en fait que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc moi je suis allé faire du nettoyage industriel et de la maintenance au Luxembourg en 2015. Oui. Je n'ai reçu aucune formation de nettoyage industriel, de maintenance ou quelque que ce soit. Pendant 5 heures, j'étais quasiment accroupi au fond d'un four, en train de gratter des résidus de verre et de soufre. Voilà. Et on vous a pas formé, rien du tout. Aucune formation. On m'a accueilli le matin à 6h30. On m'a donné le plan de l'usine, les cantines, le distributeur, les toilettes, etc. Et on m'a dit le four est au fond. Tu descends, il y a déjà un collègue qui va t'aider et vous nettoyez ça la journée. Voilà. Et donc moi, il se trouve que le soir, je suis rentré, j'ai encore du mal à en reparler parce qu'on m'a tellement pris la tête le jour-là. J'ai appelé l'agence ADECO pour savoir si c'était normal, parce que le souci c'est que j'ai eu des gros problèmes de santé après ça. L'agence ADECO m'a dit mot pour mot, si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire foutre. Voilà. D'accord. Donc, sympathique. J'ai été radié de l'agence ADECO pour avoir ouvert ma bouche, bien sûr. Et j'ai décidé de porter l'affaire en justice, même manque de bol. C'était une grande industrie luxembourgeoise de production de verre. Donc moi petit jeune de 19 ans, je n'avais aucune chance. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Écoutez, c'est assez terrible comme témoignage. Ça rejoint ça rejoint un problème de le contrôle des boîtes d'intérim.
Parce que moi, ça m'est, je raconte dans le livre, j'ai eu une très mauvaise expérience dans une industrie à Toulouse. Et en fait, régulièrement, on me rappelle pour travailler dans cette boîte. Ouais. Et moi, à chaque fois, je dis non, je suis désolé, je ne retravaillerai jamais dans cette boîte, c'est pas la peine. Et un jour, on m'a envoyé un formulaire pour savoir qu'est-ce que je pensais, tout ça. Mais c'est des formulaires, il n'y a pas vraiment de choses dedans, il n'y a rien, en fait. Je pense qu'Adecco, ou n'importe quelle agence d'intérim, devrait avoir la responsabilité d'aller sur le lieu de travail où ils envoient les gens et savoir comment et faire des visites surprises ou n'importe quoi. Et les boîtes d'intérim surtout devraient avoir le pouvoir, un pouvoir donné par la loi, l'État, n'importe quoi. Parce que là, les entreprises font ce qu'elles veulent. Et ce monsieur-là ce monsieur-là se retrouve dans des situations dangereuses où il met sa vie en... Il y a un problème, quoi. Et c'est pas normal qu'il puisse pas se retourner, que l'agence d'intérim ne puisse pas se retourner. Il y a un souci. Là, il y a un problème, effectivement, de loi, un problème juridique, parce que, effectivement, l'agence d'intérim étant évidemment dépendante de la compagnie, va pas se faire radier par la compagnie. C'est pas seulement lui se fait radier par la société intérim et l'agence se fait radier par l'entreprise. Et pourtant l'agence d'intérim, elle a une responsabilité, c'est elle qui nous embauche. C'est pas la boîte où on est, c'est eux qui nous embauchent. Donc en fait, ils devraient vérifier. Et ceux qui nous payent, bien sûr. Donc ils devraient vérifier où est-ce qu'il y a, à qui ils nous prêtent, à qui ils nous donnent, à qui ils nous vendent. Merci en tout cas Thomas pour votre témoignage très fort et nous sommes avec Jean qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Jean. Oui, bonjour Jean. Bonjour. Et je crois que vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Oui. Et j'écoute avec un certain désarroi tout ce qui se dit là. Parce qu'aujourd'hui le problème à mon avis, vous avez un gentil intérimaire à côté de vous. Performant comme il est, je comprends pas pourquoi il reste intérimaire. Et ensuite l'intérim aujourd'hui c'est un gros problème, je suis contre l'intérim dans le sens où aujourd'hui l'intérim, moi j'appelle ça les marchands de viande parce qu'ils se nourrissent de choses qu'il ne faut pas. Et l'intérimaire devrait être que pour des remplacements précaires, c'est là où je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui les missions d'intérimaire qui durent plus de 3 mois, ça devrait être interdit pour la bonne et simple raison, je finis, pour la bonne et simple raison c'est qu'aujourd'hui l'intérim nourrit trop de gens à ne rien faire parce que les gens n'ont plus envie de s'engager dans une entreprise. Ils n'ont plus envie, vous n'arrivez plus à engager personne parce que les gens viennent travailler quand ils en ont envie. Oui, je comprends. Non, mais je comprends. Vous dites effectivement, mais vous souhaitez qu'il y ait des gens qui s'engagent, mais pour qu'ils s'engagent, il faut qu'ils soient au moins CDD, sinon CDI. Faut qu'ils travaillent. On propose des CDD, CDI, mais les gens ils vous disent non. On parlait tout à l'heure d'un chauffeur. Vous voyez les chauffeurs que vous avez eu au préalable. Les chauffeurs aujourd'hui, chauffeurs avec un casse-grue et une FIMO, vous m'en donnez 20, je vous les place demain. D'accord, un CDI. Sauf qu'aujourd'hui, les chauffeurs, comme ils savent qu'ils sont très demandés, vous les formez, ils s'en vont. Vous les formez, vous les prenez, vous les mettez en CDI chez vous, vous leur payez la formation. Sitôt qu'ils ont la formation, ils s'en vont. Mais ils s'en vont où? Pourquoi ils s'en vont? Dans les boîtes d'intérim, pour tourner, pour virer, pour travailler quand ils ont envie. Quand ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Ils savent que demain, quand ils lèvent le doigt, il y a 10 sociétés qui les embauchent. Je comprends. Dans certains secteurs, oui. Donc aujourd'hui, c'est un serpent qui s'est mort la queue. Donc aujourd'hui, l'intérim, ça ne devrait porter que sur des remplacements ponctuels. On ne devrait pas pouvoir faire des emplois de 18 mois, 20 mois. Les contrats d'intérimaire, normalement, c'est 18 mois. Après, ils ne peuvent pas être renouvelés. Il faut attendre un certain temps avant de les renouveler. Mais c'est interdit parce qu'il y a des sociétés qui ne travaillent qu'avec de l'intérimaire. À partir du moment où vous employez un intérimaire à soit en remplacement plus de 3 mois, on doit le passer en CDD. Voire un CDI. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas, il y a des patrons comme vous, mais qui réfléchissent et qui sont cohérents, et il y a des patrons qui, eux, ils disent, mais c'est très bien, les intérimaires, moi, ça m'arrange, et je vais continuer comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est qu'aujourd'hui, le monde de l'intérim, les gens ne veulent plus s'engager dans l'emploi. Ils ne veulent plus s'engager dans un emploi. Les gens ne veulent plus d'engagement. Et aujourd'hui, il y a des bons et des mauvais patrons, il y a des bons et mauvais ouvriers. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et moi, quand j'entends une personne qui est aussi parfaite que ce monsieur qui a écrit ce livre, et tant mieux pour lui, mais pourquoi il reste intérimaire? Pourquoi il passe? Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est pas l'intérim, c'est qu'aujourd'hui, il y a des années, on a créé des apatrides. On a créé des apatrides nationaux.
nationaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés en France qui ne seront jamais considérés comme Français. Et bien aujourd'hui, on a créé des apatrides professionnels. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus d'identité professionnelle. Parce que les gens, on les fait sortir de l'école avec un pseudo-bac, mais ils n'ont pas une identité. Un gosse qui avait un CAP de peintre, un CAP de tourneur, un CAP d'électricien, il avait une identité professionnelle. Et il ne passait pas par les boîtes d'intérim pour aller chercher du travail. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut recréer une formation, c'est-à-dire qu'un gamin ne doit pas sortir d'une formation sans une identité professionnelle. Comme ça, il ne sait pas forcément travailler, mais il va au moins prétendre aller chercher un emploi. Il va connaître sa formation et savoir où il peut aller. Absolument. Exactement. Alors que l'intérimaire, eh bien, on se plaint que les gens, on leur fait nettoyer un four un jour, on leur fait décompter des colis le lendemain, on leur fait contrôler, on leur fait faire de tout et n'importe quoi, sauf que ces gens n'ont pas d'identité professionnelle. D'accord. Oui, non, mais c'est un point de vue intéressant parce que là, il faut toujours ne jamais généraliser. Effectivement, ça dépend des secteurs et tout ça. Mais Stéphane Montaigne, ce que dit Jean n'est pas... Oui, je le comprends, mais ça dépend pas forcément de la qualité de la personne. Ça contribue à l'humiliation. C'est que des fois, on sait qu'on a fait notre boulot, on est estimé par chef d'équipe, machin, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on vous dit, tu dégages. Non, 18 mois. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Mais il l'a vécu, Jean. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Quand on entretient, en début de mission, on vous dit carrément, vous n'êtes même pas sélectionné pour le job, et on vous dit au bout de 18 mois, vous ne faites pas d'illusions, vous partirez. Moi, je suis désolé, on me l'a fait, je ne vois pas pourquoi je mentirais. Donc en fait, faut pas. J'ai l'impression que vous généralisez un peu. Moi, j'essaie justement de ne pas généraliser. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui profitent du chômage parce qu'ils ont 2000 € tant qu'ils sont au chômage. Pourquoi pas ? Je vais me prendre une année sabbatique. Mais il faut pas généraliser. Monsieur Montaigne, pourquoi vous passez par les boîtes d'intérim pour chercher du travail ? Envoyez votre CV directement aux industriels. Ils cherchent des gens comme vous. Mais les industriels vont vous renvoyer vers des boîtes d'intérim. Non, faux. Bah écoutez, en tout cas, ça a été l'expérience de Stéphane Montaigne. Moi, j'ai pas mon avis là-dessus. Prenez mon adresse et envoyez-moi votre CV, vous allez voir. Je vais vous l'envoyer directement à des industriels qui cherchent du monde et qui trouvent désespérément pas de monde. Combien de temps je vais rester ? Monsieur, je vais vous dire une chose, pour monter un escalier, il faut passer par la première marche. Seulement, d'après votre discours, j'entends que vous voudriez qu'on vous signe pour 20 ans en profession. Non, on a compris maintenant qu'en fait... Commencez à faire un CDI de 6 mois et après vous verrez dans le temps. Mais ne voulez pas monter l'escalier marche par marche, monsieur. Mais le problème, monsieur, c'est qu'on nous fait monter la première marche, on nous fait espérer, mais on retombe très vite. Oui, vous êtes dans une... Quel âge avez-vous, monsieur, c'est pas indiscret? Moi, je vais bientôt avoir 53 ans. Bon, ben on est exactement du même âge, on est 68 heures tous les deux, d'accord? J'ai le privilège, à 53 ans, j'ai démarré avec un CAP charpentier, je suis chef d'entreprise, je nourris 10 familles tous les mois, et j'ai le privilège de n'avoir jamais connu un jour de chômage. C'est très bien, je suis content pour vous, monsieur. C'est un privilège. Monsieur, si vous avez 53 ans, donc ça veut dire que vous avez un minimum d'expérience. D'accord? Vous êtes dans la tranche d'âge dans laquelle il va devenir difficile de trouver du travail bientôt. Et aujourd'hui, je vous dis, cherchez du travail directement par les entreprises et non pas par les boîtes d'intérim. Et des industriels qui cherchent des contrôleurs de gestion ou des contrôleurs de qualité, vous en avez. Ne me dites pas que non. Parce qu'ils ne vont pas vous proposer un CDI de 20 ans d'entrée. Monsieur, excusez-moi, mais je crois tout à l'heure, j'ai bien dit tout à l'heure que dans ma branche, il y a du boulot. Opérateur de production, il y a du boulot. Mais je le prends, mais je ne reste pas longtemps. C'est ça le truc. C'est pas moi, c'est pas en fonction de ma qualité ou quoi que ce soit, c'est en fonction du carnet de commandes, c'est en fonction d'autres choses. Le problème n'est pas là. Je reçois encore des offres d'emploi, mais tous les jours, dans le domaine d'opérateur de production. Le problème, c'est que ce soit pérenne, c'est d'y rester. C'est ça le truc. C'est pas trouver du boulot, dans le bouquin je le mets, c'est pas de trouver du boulot, c'est de le garder un minimum pour pouvoir faire 2-3 trucs, quoi. Après, j'ai bien compris que maintenant on est à une époque, c'est fini le bon vieux temps, on rentrait dans un job et on en avait pour 30 ans, ça je l'ai bien compris. Et je m'habitue à ça. Mettez dans une vie, c'est normal, mais qu'on n'arrive pas à trouver un CDI dans une vie, c'est pas plus normal, monsieur. À un moment donné, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes dans la bonne branche? Non, mais monsieur, mais excusez-moi, monsieur, j'ai eu un CDI pendant plus de 20 ans. D'accord, dans une très grande boîte électronique à Toulouse, ça se passait très bien, et on était licencié pour raisons économiques. Et depuis, j'ai suivi vraiment tout ce qu'il fallait, le fameux PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, et je vous assure que maintenant, je rebondis de mission.
Écoutez, c'est après tous ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui, si vous attendez après tous ces plans d'émission de l'État, je n'attends pas, monsieur. Mais vous êtes effectivement, c'est un dialogue tout à fait passionnant. Vous êtes évidemment des deux côtés de la rive, je dirais, mais je crois que effectivement, il y a des réalités diverses et on ne va pas les résoudre là. Mais en tout cas, merci d'avoir donné ces avis et ces éclairages. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous aurez la parole jusqu'à 14h. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il nous reste très peu de temps jusqu'à 14h, mais nous avons quand même une auditrice, Frédéric, qui nous appelle du Gers. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir abordé ce sujet qui me concerne. Donc, je voulais partager avec vous mon expérience. Voilà, moi, je suis une maman solo qui élève ses 2 enfants toute seule. Oui. Donc, j'ai une formation dans le transport que j'ai dû mettre de côté parce que le transport, c'est un peu tôt le matin avec les enfants. Bien sûr. Donc, je travaille à la Poste en intérim. Donc. Oui. Donc, pour vous dire que, en effet, je rejoins tout à fait j'ai pas retenu le nom du monsieur qui a fait le livre. Stéphane Montaigne, oui. Voilà, Stéphane Montaigne. Si vous voulez, moi, j'ai commencé à travailler à la Poste il y a 2 ans en CDD. Donc, ils nous faisaient des CDD, puis des interruptions, des carences, comme ils appelaient, entre chaque contrat pour pouvoir nous récupérer ensuite. Et puis, depuis l'année dernière, on passe en intérim. On est passé en intérim. Alors, c'est très bien, mais du quand CDD on arrive... en intérim, d'accord. Alors, maintenant, ça s'appelle, c'est un contrat d'intérim. C'est plus des CDD, c'est des contrats d'intérim. Alors, renouvelables, sans carence. Super, jusqu'à là c'était super. Sauf que quand on arrive, moi au bout d'un moment je m'investis, ça fait bientôt 1 an que je suis dans le même bureau de poste, et je demande s'il y a une possibilité de CDI, puisque c'est le Graal, ça permet d'accéder à pas mal de choses. Et là on vous explique clairement que non, faut pas rêver, que de toute façon la Poste en ce moment ferme pas mal de bureaux de poste, donc que vous êtes là en bouche-trou, si je peux appeler ça comme ça. Et Stéphane a employé l'expression, oui. Voilà, c'est exactement ça. Et qu'il ne faut pas trop espérer grand-chose. Donc, qu'une fois que j'aurai terminé mes 18 mois, c'est-à-dire dans 4 mois, je pourrai repartir sur le marché du travail. Donc voilà, je voulais réagir à ça et je trouvais ça quand même terrible parce que je suis quelqu'un qui m'investit et j'aurais souhaité qu'on puisse écouter mon investissement et éventuellement me proposer autre chose que le chômage. Et encore, voilà. Stéphane Montaigne. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit. C'est tout à fait ça, et c'est encore plus humiliant. C'est-à-dire qu'on s'investit quelque part, on travaille bien, parfois on a des retours positifs, on vous dit, tu bosses bien, machin de ça, mais au bout de 18 mois, on est lourdé. Alors ça, c'est vraiment le coup de massue, quoi. À quoi ça sert? Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent passer dans le côté obscur. Et puis maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je vais profiter du chômage. Et ça rejoint le monsieur d'avant, quoi. Mais oui, bien sûr. À mon avis, c'est rare. C'est pas autant que ça, quoi. C'est difficile à dire, mais il y a un vrai problème, effectivement, d'investissement. On va très bien ce que disait aussi Sophie de Biarritz, c'est-à-dire que il y a enfin des secteurs, les gens ont envie de travailler, mais est-ce que quelque part aussi, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de consensus général? C'est vrai, vous dites, si c'est pour se heurter à cette espèce de quotidien et que la valeur travail, est-ce qu'au fond, Stéphane Montaigne, on n'est pas arrivé, et pour des raisons d'ailleurs objectives, que la valeur travail n'a plus du tout la même connotation? En fait, on s'en rend compte, ça, quand on entend nos hommes politiques parler. Ils ont le mot travail dans la bouche toutes les 2 minutes. Réunion de travail, nous allons nous mettre au travail, il faut travailler. Et je crois qu'en fait, moi dans le bouquin, je le mets, ils ont galvaudé le sens du mot travail. C'est plus ça. Moi, le travail, c'est produire quelque chose. Il y a quelque chose à la fin. Il y a une valeur ajoutée. Il y a quelque chose, il y a un résultat. Ces gens-là travaillent dans le vide. C'est-à-dire, tous nos politiciens, je veux dire, ils n'ont même pas de responsabilité, strictement rien. Il y a un problème. J'ai pas la même notion du travail qu'eux. Et eux, ils ont une notion vraiment, c'est vaporeux le travail pour eux, c'est pour eux. Alors qu'en fait, non, c'est de la sueur, c'est de l'investissement, c'est de la formation, voilà, c'est ça. Chronique de l'humiliation ordinaire, en tout cas à ne pas ignorer, vraiment. Écoutez, pour l'instant, je rappelle que le livre est d'ailleurs au tarif de 10 €, donc cohérent avec le témoignage de Stéphane Montaigne. Et vous pouvez le trouver dans 2 librairies à Toulouse, Ombre Blanche et la librairie Priva. Et puis cette interview sera évidemment disponible sur YouTube comme tous les jours. Et s'il y a une chose qui dure plus longtemps généralement que l'intérim, c'est le couple. Eh bien écoutez, Brigitte Lay parlera de la sexualité dans le couple. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vous avez remarqué ? Il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée.
Eh bien, pendant la quinzaine commerçante, jusqu'au 16 octobre, dans les magasins U, vous bénéficiez de 30